Monsieur, bonjour et bonjour à tous. C'est la première édition de la revue Les Grandes Unes de la semaine avec la presse qui est disponible en kiosque ce matin. Vous aurez l'occasion de parcourir les tabloïds et d'être au parfum de l'actualité. La nouvelle expression parle du BEPC Cap quand le MINSEC nargue les Camerounais. C'est le grand titre du journal ce matin pour dire que le ministre des Enseignements secondaires a soutenu que seuls 2 candidats ont manqué à l'appel lors de ces examens cette année, le 5 juin 2019. Or, le 5 juin 2019 était donc férié du fait du Ramadan. Le Social-démocratique Front parle par exemple d'un déni de vérité. Et c'est à découvrir en page 3 du journal ce matin. Le même journal parle du mondial féminin. Les Lions ont une dernière carte. D'ailleurs, la sélection camerounaise a enregistré sa deuxième défaite de la compétition samedi dernier à Valenciennes, donc contre les Orange Lions. Donc on parle bien entendu de cette équipe qui allait au-delà notamment de ses performances pour dire qu'il y a justement des forces encore et que les Lions doivent se mettre au travail. Elles rêvent d'une place de meilleure troisième pour espérer donc poursuivre l'aventure. En page 12 du journal ce matin, le journal parle également du Nord-Ouest où le couvre-feu a été levé. Le patron de la région a levé cette mesure de restriction des libertés d'aller et de venir alors que l'insécurité est toujours ambiante. C'est à découvrir dans le journal en page 2 de ce matin. Le même journal parle également de la mission économique. 500 patrons camerounais en Belgique. Ces derniers prennent part donc à la 5e mission économique africaine qui se tient à Bruxelles du 17 au 21 septembre 2019. Et on parle également d'autres informations de transhumance politique. Un ancien secrétaire général de l'UPC au MRC désormais, Dr Siméon Kuissou, a donc officiellement fait l'annonce de son adhésion au parti de Maurice Kamto au cours d'une conférence de presse donnée à Bafoussam. C'est en page 5 de la nouvelle expression de ce matin. Le Messager pour sa part parle de crise anglophone. 4 policiers tués dans un attentat donc avec une bombe de fabrication artisanale a explosé au passage d'une patrouille le 15 juin à Otou, donc petite localité située dans la région du Sud-Ouest. C'est en page 3 du journal. Le journal parle également du mondial féminin avec les Lions qui payent le prix du limogeage de Ndoko, donc battu par les Pays-Bas. L'équipe du Cameroun à 90 minutes d'une élimination au otage donc des clans. C'est à page 12 de ce numéro également disponible en kiosque ce matin. Le journal parle du port autonome de Kribi. Le terminal polyvalent cédé donc aux Philippins, donc les Marocains sacrifiés à l'hôtel des pressions ministérielles. C'est ce qu'on peut découvrir en page 6 du journal, disponible en kiosque ce matin sur le Messager. Mutation pour sa part, parle des prisons centrales de Kondengi. La Poudrière, c'est ce que le dit le journal. Qu'est-ce qui s'est passé concrètement? Le journal fait savoir qu'une fouille tumultueuse effectuée donc dans ce pénitencier samedi dernier a coûté, rappelle donc son caractère potentiellement aujourd'hui explosif, avec notamment tout ce qu'on a pu découvrir là-bas, tout un désordre carrément, selon le journal. C'est l'enquête qui a été menée par le journal Mutation ce matin, de la page 4 à la page 5, qui a d'autres informations et que je vous invite à lire. Le journal Le Lucel, pour sa part, parle de UEC, de Yaoundé, un pasteur radié sur fond de scandale financier, c'est ce que propose le journal, tout un dossier à lire dans le numéro de ce matin. Le journal a également d'autres informations que je vous invite à parcourir. La nouvelle parle donc de l'autopsie. Pourquoi la révolution Kamto a échoué? C'est ce que dit le journal. Tout un dossier à lire dans le numéro de ce matin. Le même journal parle des municipalités législatives. Le RDPC face au dilemme du choix des candidats. Et donc à découvrir dans le journal La Nouvelle, qui a également d'autres informations. Le journal Intégration de ce matin parle bien sûr du Cameroun, Guinée équatoriale, le mur de la honte. C'est ce que propose d'ailleurs le journal. Donc à Kiossi et à Bébéine, tout ne marche véritablement pas. On parle de la frontière fermée carrément. Pour quelles raisons? Les raisons sont donc expliquées dans le numéro de ce matin. Je vous invite à parcourir l'article en question. Le Soir hebdomadaire pour sa part parle de ces prisonniers qui opposent donc une résistance musclée aux forces de l'ordre. C'est un dossier que je vous invite à parcourir ce matin. On parle du Coupe du Monde aussi, Coupe du Monde féminin, avec également Coupe du Monde féminine, pardon. On parle de l'hommage de honte donc rendu au Lyon à Ghislaine donc Bibon. Qu'est-ce qui s'est passé concrètement pour que ces filles encaissent 3 buts? C'est une question également et avec des réponses que je vous invite à parcourir dans le numéro de ce matin.
On parle d'autre chose dans le même numéro, disponible en kiosque. Le journal indépendant parle des prisons centrales de Yaoundé. La police prise en otage. C'est ce que propose d'ailleurs le numéro de ce matin pour dire qu'une vingtaine d'éléments de la Sûreté nationale, dont 3 commissaires, aujourd'hui donc séquestrés au quartier Kosovo par des bagnards en furie. Donc des révélations aussi importantes sur ce qu'on a pu découvrir dans ce pénitencier à lire dans le dossier proposé par le journal. Le journal parle également du plan d'assistance humanitaire d'urgence, coup d'accélérateur du gouvernement avec Paul Atangandi qui fait le tour et qui ne perd plus une seule seconde. Il faut soutenir ceux qui sont en difficulté. C'est ce que propose le journal ce matin. C'est dans l'Indépendant. Cameroun Tribune pour sa part parle du Cameroun-Ghana. Nana Akufo-Addo écrit donc à Paul Biya. C'est à lire dans le dossier de la page 2 à la page 3. Qu'est-ce qu'ils se sont dit concrètement? C'est ce que vous aurez donc à découvrir dans le journal ce matin. Et puis le journal, le quotidien de l'économie parle donc de logistique. Le sort de Bolloré scellé ce 18 juin au port de Douala, tout cela contenu dans le journal, disponible en kiosque ce matin. Le journal Essentiel pour sa part parle des crises anglophones, un attentat contre le dialogue, c'est le grand titre du journal ce matin et je vous invite à parcourir le contenu pour être davantage informé sur cette question. Donc ces informations sont dans le journal. Et puis Info Matin parle des législatives municipales et régionales. Donc Jean Kouetté prépare un mauvais coup contre le RDPC, donc le texte qui crée donc la controverse et donc continue dans le numéro de ce matin et risque donc d'envoyer le parti de Paul Biya au casse-pipe. C'est ce que le journal essaie de proposer. C'est Info Matin de ce matin. Et puis le journal Jeune Afrique, le magazine Jeune Afrique qui est en kiosque s'intéresse au franc CFA. Qu'est-ce qu'il faut faire? Ce qui doit changer, en tout cas en Afrique également, c'est contenu dans le numéro disponible ce matin. C'est Jeune Afrique qui est également en kiosque aussi. Le journal Repère pour sa part parle de lui Paul Moutazé, l'audace des réformes. On voit bien tout ce qu'il fait comme combat pour améliorer également les conditions de travail, les conditions de vie des populations à travers des réformes qui sont également menées au ministère des Finances. C'est un dossier également que je vous invite à parcourir ce matin. Un autre journal, c'est le quotidien Le Jour qui parle du MRC, la traque au faciès. Donc nous avons relaté les faits, c'est ce que propose également le journal Le Jour à lire dans le numéro de ce matin. Et aussi le journal parle de la crise sociopolitique. Titus Sedjoua lance donc un cercle de réflexion. C'est ce que propose le journal ce matin, c'est le quotidien Le Jour. Émergence pour sa part s'intéresse justement à l'actualité et parle du Sud-Ouest. Premier attentat terroriste donc contre l'armée. C'est ce que le journal essaie d'expliquer également, ce qui s'est passé avec d'autres informations qui sont contenues dans le numéro de ce matin. Et puis Éco Matin parle donc de tolérance zéro dès le 30 juin sur les déclarations statistiques et fiscales, donc parlant notamment de ce qui est fait, des impôts et des taxes. Donc le dossier proposé par le numéro de ce matin, c'est à lire donc dans le journal Éco Matin de ce matin. Et puis donc dans les kiosques aussi, d'autres tabloïds que je vous invite à parcourir, puisque nous sommes le premier jour de la semaine, ce lundi, avec nos invités sur ce plateau. Thierry Niopé, bonjour et bienvenue. Bonjour Flavien Drongo, bonjour également Bernard Watana. Je n'oublie pas les autres, les téléspectateurs qui nous regardent avec beaucoup d'entrain ce lundi. On espère simplement que c'est un début de semaine qui portera beaucoup de paix et surtout beaucoup d'entrain. Parce que le Cameroun, on le savait déjà, traverse des périodes assez compliquées de son histoire, vivement que la situation change. Et on en parlera certainement dans quelques minutes. Très bien, la presse est disponible ce matin. Les téléspectateurs et les lecteurs aussi auront l'occasion de parcourir et faire le tour de l'actualité. On voit bien que la presse est revenue sur le BEPC et le CAP, la nouvelle expression par exemple, qui parle de quand le MINSEC nargue notamment les Camerounais. C'est le grand titre de ce journal. Parlant de ce ministre des Enseignements secondaires qui a annoncé, en tout cas, à grand renfort de publicité, qu'il n'y avait que 2 absents pour cet examen. En réalité, c'est une communication officielle. Je ne sais pas s'il y avait beaucoup de publicité autour, mais avec les réseaux sociaux, aujourd'hui, l'information va vite. Nous sommes dans une société de l'open data où toutes les informations sont disponibles à une vitesse éclair. Je le disais encore, il y a une semaine sur ce plateau, en disant que le ministre des Enseignements secondaires n'a pas été assez proactif sur un certain nombre de sujets. Et aujourd'hui, l'actualité, je crois, me donne raison. Une fois de plus, elle n'a pas été assez proactive. Une semaine après la célébration de cette fête, une semaine après que les reportages aient été faits autour de cette actualité-là, on comprend bien que une fois de plus, Nalova Yonga s'est une fois de plus mis le doigt dans l'œil, parce qu'en principe, on ne saurait parler de 2 absences seulement, alors que un reportage qui a été notamment fait, ou des reportages, 2 qui ont été faits sur la télévision
Equinox démontre à travers les dires des proviseurs qui étaient en même temps des patrons des centres d'examen qu'il y avait au moins une vingtaine d'absences. C'est-à-dire entre elles qui étaient au bureau et ceux qui ont effectué sur le terrain à travers le listing, on ne peut que donner le bon Dieu sans confession à ceux qui étaient sur le terrain. Donc elle s'est malheureusement trompée une fois de plus. Et le SDF est allé un peu plus au-delà. Le SDF parle de 2000 absences. Et d'un déni de vérité. Pour moi, c'est un peu exagéré, mais toujours est-il que nous n'avons pas les chiffres réels. Et c'est à ce niveau que l'on se situe. Est-ce qu'à partir de là, on devrait organiser une session de rattrapage? Je n'en sais pas grand-chose, mais toujours est-il que la responsabilité à ce niveau est partagée parce que les parents, d'une manière ou d'une autre, ne devraient pas nécessairement prêter le flanc à toutes les communications qui sont faites aujourd'hui à travers les réseaux sociaux, se dire férié ou pas. Justement, nous sommes dans une société où c'était un problème de communication, on va le dire. L'effort, le culte du boulot, le culte du travail n'est pas nécessairement partagé. C'est pour ça donc, que les fériés sont généralement accueillis avec beaucoup de plaisir au Cameroun, alors qu'ailleurs, un férié, en réalité, est un frein à l'économie. Ouais. Donc, les parents, en principe, devraient envoyer leurs enfants à l'école et les enfants, en même temps, devraient se lever très tôt pour aller à l'école sans tenir compte de ces jours qu'on présentait comme fériés dans les réseaux sociaux. Voilà, ils ne perdaient rien. S'il n'y avait pas d'examen, ils seraient rentrés simplement à la maison. Vous permettez que je présente Bernard Batana. Vous n'êtes pas en retard, je l'ai fait exprès. Je ne vous ai pas introduit. Oui, bonjour et bienvenue. Ah ouais, donc avec vous, le sujet de la nouvelle expression, parlant du BPC du Cap. Thierry vient de donner son point de vue, son commentaire en tout cas à la suite de ce qui a été dit. Le journal qui titre donc sur le ministère qui nargue les Camerounais. Oui, il faut d'abord que je dise bonjour à tous les téléspectateurs des grandes unes, aussi bien ceux du nord-ouest que du sud-ouest. Oui. Voilà, devant ce problème de liste des élèves qui n'étaient pas présents à l'épreuve du BPC, je pense que les responsabilités sont partagées par les parents qui ne se sont pas assurés ce jour-là que les enfants sont allés à l'école, qui ne se sont pas assurés que effectivement c'était un jour férié ou pas. Parce que quand on a un enfant qui prépare un examen, on s'assure le matin qu'il a pris tous les dossiers, qu'il a pris tous les éléments, tous les outils pour travailler. On s'assure qu'il est allé à son centre d'examen. On s'assure qu'effectivement il a commencé avec l'examen. Ça, c'est de la responsabilité des parents. Et aussi des élèves qui ne peuvent pas se rassurer qu'effectivement il y a examen ou pas en se rendant au lieu d'examen. La responsabilité la plus grande incombe au ministre des enseignements secondaires. Moi, je pense qu'on ne va pas discuter sur le nombre d'élèves qui ont été absents ou pas. L'essentiel ici étant que tous les élèves qui ont régulièrement fréquenté aient les mêmes chances par rapport à l'examen. Cela veut dire que le ministre devait organiser une séance de rattrapage pour ceux qui n'étaient pas au cours, pour ceux qui n'étaient pas présents à l'examen ce jour-là. Parce ce n'est pas de la faute des enfants si ce jour-là a été tantôt déclaré férié, tantôt déclaré ouvrable. Donc moi je pense que les enfants ne devaient pas perdre toute une année pour si peu. L'État a tous les moyens d'organiser une séance pour donner les mêmes chances à tous les élèves qui ont régulièrement fréquenté, qui sont régulièrement allés à l'école durant cette année scolaire. Plus composés ont reçu quand même un coup. Parce que, ben oui, un coup psychologique, un coup psychologique justement. Et puis on ne peut pas, un matin, on ne peut pas se préparer pendant 9 mois et perdre pour rien. Il vaut mieux qu'ils aillent au centre d'examen et qu'ils échouent. Et qu'ils ratent l'examen au lieu qu'ils soient empêchés, parce qu'en réalité, ils ont été empêchés. Alors, le SDF par les autorités religieuses qui ne se sont pas accordées sur le jour de la fête de fin de Ramadan.
Alors qu'il y a une structure chargée, en tout cas, qui est habilitée à donner la date, le lieu, le jour même de la célébration de la fête du Ramadan. Alors, donc, on peut lire tout cela dans le journal en page 3 de la Nouvelle Expression ce matin. Le journal Le Messager, pour sa part, qui parle de la crise anglophone avec 4 policiers tués dans un attentat, une bombe de fabrication artisanale qui a fait des dégâts énormes. C'est bien regrettable. Nous en parlions encore à l'entame de cette émission. C'est regrettable parce que c'est un attentat qui n'encourage pas, qui ne favorise pas l'érection d'une paix durable, au-delà des efforts gouvernementaux qui sont faits jusqu'ici. Vous avez vu, on a qualifié, on a présenté le Premier ministre Joseph John Ngouté comme l'apôtre de la paix. Et quand on regarde ce qui est fait sur le terrain, on a comme l'impression que le camp d'en face ne veut véritablement pas de paix, ne veut pas entendre parler de dialogue. Vous avez écouté, lu dans la presse qu'une partie de ces sécessionnistes viennent de désavouer l'un de leurs leaders, Sisiko Ayuk-Tabé, parce qu'il serait en train de prendre langue avec le gouvernement en place et ils n'en veulent pas du tout, ce qui démontre à suffit que nous sommes dans une logique où ils sont dans une autre logique, c'est-à-dire celle de mettre le Cameroun, en fait d'installer le chaos au Cameroun. Au moment où on parle de paix, on continue à perpétrer des attentats. Vous voyez les images qui circulent dans les réseaux sociaux sont des images assez horribles. Et aujourd'hui, avec cette ouverture, avec le fait que nous sommes à l'ère des informations, on a comme l'impression que cela participe davantage à attiser le feu. On a souhaité que tous les Camerounais regardent dans la même direction, mais le gouvernement ne peut pas baisser les bras face à des actes d'une telle barbarie. Jusqu'à preuve du contraire, c'est lui qui détient la légitimité de la violence. Et quand on continue, quand on met comme cela participe à mettre davantage de l'huile au feu. Et je crois que ce sont des ingrédients qui ne nous permettent pas d'espérer, de croire que le camp d'en face veut véritablement. Alors, mais ça continue. Remarquez que le foyer de tension s'est déporté plutôt du côté du sud-ouest depuis plus d'1 an. Le nord-ouest connaît une sorte de assez encourageant. La preuve, le gouverneur de cette région, Adolphe Lélé-Lafrique, vient de mettre un terme au couvre-feu qui avait été instauré il y a quelques mois. Donc, ce qui veut dire que quand même de ce côté, la situation évolue, mais dans le sud-ouest, on ne ressent pas ce frémissement-là. Il faudrait que les uns et les autres davantage y travaillent pour que le Cameroun, qui s'apprête d'ailleurs à vivre une autre étape importante de sa vie, à savoir les consultations électorales, les traverse en toute quiétude, en toute sérénité. Mais pour arriver à cela, il faudrait que toutes les parties regardent dans la même direction. Mais pour l'instant, le camp d'en face ne semble pas nous montrer sa bonne foi. Très bien. Parlant de cette crise anglophone dans le quotidien Le Messager, on parle de 4 policiers tués dans un attentat. Qui parle du même sujet. Donc un autre titre, un attentat contre le dialogue. Oui, effectivement. Je crois que le journal a trouvé, par cette métaphore, des mots justes pour coller à cette actualité. Parce que cet autre attentat, l'escalade de la violence qu'on observe dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest n'est pas de nature à favoriser le dialogue. Moi, je pense que par cet attentat, on a atteint un seuil alarmant, puisque on ne se sent plus en sécurité. Déjà, il y avait l'insécurité. Maintenant, c'est même la sécurité individuelle qui est mise en jeu par cet attentat. Comment faire pour sortir de cette escalade? Parce qu'on pensait qu'il y a un dialogue. Apparemment, dans les faits, le camp d'en face n'est pas préparé pour un dialogue. Le camp d'en face est préparé pour aller dans l'escalade, pour continuer dans l'escalade de la violence. Parce que ce qui s'est passé à Yume Diop, qui est dans le sud-ouest, un autre foyer de tension qui s'est fabriqué parce que le véhicule de la police venait de Manfé et il a été pris il a sauté dans une bombe artisanale, comme on le dit. Bon, c'est le journal qui dit que c'est une bombe artisanale. Moi, je pense qu'il faut savoir exactement la nature de cette bombe-là. Est-ce qu'il y aura définitivement dialogue sur cette affaire du nord-ouest et du sud-ouest? Mais moi, je dis qu'il faut faire très, très attention. Sur ce plateau, j'avais dit que
cette affaire du Nord-Ouest et du Sud-Ouest a des bases idéologiques. Parce qu'en réalité, lorsqu'on veut regarder, qu'est-ce qu'ils font dans les brousses? Qu'est-ce qu'ils font dans les brousses? Mais ils sont en train d'être formatés à une idéologie. Et il faut avoir peur, à partir de cet attentat, qu'il y ait des attentats suicides, comme dans le Boko Haram et autres. Parce que les gens ont été formatés dans l'idée selon laquelle le pouvoir de Yaoundé est un pouvoir annexionniste. Parce que ça, c'est une tendance qui le dit. Et que les forces de défense, c'est des forces d'occupation. Et il faut une autre idéologie pour faire comprendre que non, il s'agit des forces de l'ordre et de défense qui sont là justement pour vous protéger. Ce ne sont pas des forces d'occupation. Le régime de Yaoundé n'est pas un régime annexionniste. Parce qu'on risque de fabriquer des suicidaires dans le nord-ouest et du sud-ouest. Et moi, je pense que la Constitution, telle qu'elle est conçue, peut rendre le chef de l'État ange ou démon. Très bien. Parce que dans une situation d'extrême gravité, il faut prendre des mesures. Parce qu'au moment où les véhicules sautent dans le nord-ouest, dans le sud-ouest, dans le nord-ouest, on lève le couvre-feu. Moi, je pense que on devait prendre des mesures spéciales parce que ça commence à être alarmant. Alors, Thierry, pour sortir du sujet, parce qu'il y a plein de sujets ce matin. Oui, je suis pour une fois d'accord avec Bernard. Il me rejoint avec beaucoup d'intérêt sur la question. On l'a toujours dit ici. Nous sommes en face des gens qui ne veulent pas le dialogue. Nous sommes en face des gens qui sont dans une autre logique. Quand vous regardez les vidéos qui circulent sur Internet, quand vous permettez de taper dans le moteur de recherche sur YouTube, vous vous rendrez compte qu'il y a des Camerounais qui sont en train d'être formés dans des brousses. Et je crois que le gouvernement camerounais a la possibilité au-delà de stopper, d'aller à l'encontre d'un certain nombre de choses. Que les artisans de la guerre, que ceux qui jettent de l'huile au feu, souvent sur des plateaux de télévision, regardent exactement ce qui se passe sur le terrain, qu'ils quantifient le nombre de morts, le nombre de déplacés et qu'ils cessent leur entreprise malsaine. Parce qu'il est trop facile d'être sur des plateaux de télévision et dire que non, vraiment le gouvernement fait mal, le gouvernement ne fait pas ce qu'il faut, il faudrait que l'on fasse ci, l'on fasse ça. En réalité, le gouvernement fait ce qui devrait être fait. Mais nous sommes en face des gens qui ne veulent pas du tout de dialogue, ne veulent même pas entendre parler de cela. Ils ont une idéologie à faire passer. Ils veulent atteindre leur but. Faites un tour sur YouTube. Regardez ce qui se passe. Ils sont formés au maniement des armes. Ils sont formés aux techniques de combat. Bernard parlait tout à l'heure de lavage de cerveau. En réalité, c'est ce travail qui est en train d'être fait. Si on ne prend pas les mesures qui s'imposent maintenant, on risque de virer à autre chose. Et donc, le gouvernement le sait vivement que ce dernier cesse d'écouter ces propos alarmistes qui disent qu'on parle de droits de l'homme, on ne peut pas parler de droits de l'homme avec des gens qui ne veulent pas entendre parler de droits de l'homme. On ne peut pas parler de droits de l'homme avec des gens qui tuent au quotidien, qui violent, qui pillent, qui martyrisent leurs concitoyens au quotidien. Non, il faut à un moment donné, à mesure exceptionnelle, prendre des dispositions exceptionnelles. Même s'il faut aller dans ces endroits, excusez parfois la brutalité des mots, raser ce qu'il faut être rasé, il faudrait qu'on le fasse pour que cette situation ne se développe pas. Parce qu'à force de laisser passer les choses, je crois qu'on risque vivre, tout à l'heure on parlait de bombes artisanales, ça peut être, Bernard l'a souligné tout à l'heure, une sorte de développement de la crise qui donne lieu à ce que nous vivions avec Boko Haram. D'ailleurs, vous avez vu ce qui s'est passé il y a une semaine du côté de Darak. Alors, donc on lit quand même dans la presse ce matin, le journal Essentiel qui parle des crises anglophones, un attentat contre le dialogue, c'est ce que dit le journal, et le Messager parle de 4 policiers tués donc dans un attentat dans cette partie de la région du sud-ouest. C'est à lire dans la presse. Autre sujet qui fait le tour de quelques tabloïds, Mutation parle de la poudrière, parlant de ce qui s'est déroulé à la prison centrale de Konegi à Yaoundé. Il y a également un autre journal, le Soir hebdomadaire, qui parle des prisonniers qui opposent donc une résistance musclée
musclée aux forces de l'ordre. Et il y a également le quotidien, l'Indépendant, qui parle aussi de prison centrale de Yaoundé, la police prise en otage, autant de titres pour qualifier ce qui s'est déroulé à Kondengi. Oui, et c'est une histoire de prisonniers qui fait des prisonniers. Mais moi, je pense que le principe, c'est se soumettre aux forces de l'ordre. Parce que c'est des forces de l'ordre. Ils ont entrepris une fouille inopinée à la prison centrale de Kondengi Yaoundé. Comme c'est normal pour les forces de l'ordre. Ils avaient certainement des informations qui faisaient état de l'entrée des objets non peu ordinaires dans un pénitencier. Et on a vu les gars de quartier 8 et 9, le Kosovo, c'est-à-dire que le quartier populaire s'opposait vigoureusement à cette fouille inopinée des agents de force de l'ordre. Ils ont même poussé la hardiesse de faire certains membres de force de l'ordre des prisonniers. Je pense que on ne peut pas ici, il ne s'agit pas de revendication des conditions de vie en prison. Il s'agit d'une rébellion. Parce que les forces de l'ordre ne peuvent pas venir. Le principe, comme je l'ai dit, c'est que quand les forces de l'ordre viennent, parce que c'est les forces de l'ordre, tu te soumets. Parce qu'ils ne viennent pas, les forces de l'ordre ne viennent pas tuer, ils viennent mettre de l'ordre, comme son nom l'indique. Mais quand on se soulève, on se mutine, c'est là où intervient le problème. Moi, je pense qu'il faut que ces actes soient vraiment réprimandés. On est des prisonniers. Et quand les forces de l'ordre viennent dans un pénitencier, moi, je pense que la chose la plus facile, c'est d'obtempérer. Parce que nous sommes en prison. C'est une activité de routine. Là. Oui, une activité de routine. Moi, je n'apprécie pas ça à sa juste valeur. Il ne s'agit pas ici de dénonciations ou violations de droits de l'homme. Il s'agit d'une rébellion dans une prison qui n'est pas du tout à apprécier. Alors, Thierry Nyopé, on parle donc de cette hier, parlant de la prison de Kondengi, prison centrale principalement, avec ce titre également qui exprime un peu l'ambiance qui a régné à la prison alors que la police allait faire son travail de routine, c'est-à-dire du fouille, comme d'habitude. Oui, Bernard a dit ce qu'il fallait dire là-dessus, il s'agit d'une rébellion, mais je pense que au-delà de cette rébellion-là, il faudrait également questionner les conditions de vie de ces prisonniers-là. Nos prisons, effectivement, sont des poudrières. Et quand vous regardez la structuration de ces prisons, quand vous regardez la surpopulation de ces prisons, il y a beaucoup de prisonniers qui vivent pratiquement à l'extérieur, parfois sans être à l'abri des intempéries. Faites un tour du côté de la prison centrale de New-Bel, seulement vous vous rendrez compte que cet espace devient extrêmement exigu depuis plus d'une décennie. Rappelez-vous qu'à l'époque, le ministre de l'administration territoriale, Marafa Amidou était ministre de l'administration territoriale, et à l'époque, on avait parlé d'une délocalisation de la prison centrale de Douala pour les périphéries. Rien n'a été fait jusque-là, alors que le budget avait même été voté. Le ministre de la Justice d'alors, Amadou Ali, était également revenu là-dessus. Rien n'a évolué, on ne comprend pas où le dossier est coincé. Vivement que l'on prenne des dispositions pour décongestionner ces prisons. On est même allé jusqu'à créer des prisons secondaires dans des gendarmeries. Le cas notamment de celle de Douala avec le cas du ministre Siam Sioé. Donc, en réalité, il faudrait repenser la politique de la gestion de nos prisons, décongestionner un peu cela, parce que si on a vécu ce qui s'est passé du côté de Kosovo, c'est parce que c'est une zone pratiquement de non-droit. Mais à qui devrait-il s'adresser? C'est pas quand même aux gens qui viennent effectuer une fouille. Il y a mille techniques de se faire entendre. Et là, je crois qu'ils ont réussi à se faire entendre en opposant un fin de non-recevoir à ces gens, à ces hommes en tenue qui étaient pourtant venus faire un exercice de routine au regard des informations qu'ils auraient eues de ce côté-là. Parce que vous êtes sans ignorer qu'il y a des choses parfois pas normales qui se passent dans nos prisons. Il y a des objets parfois interdits qui se retrouvent dans nos prisons. On ne sait pas comment. Parfois, on accuse la complicité des gardiens de prison. Il faudrait justement de temps à autre vérifier, passer au pain fin ces prisons-là, voir si c'est le cas. Enlever, vous rappelez qu'il y a même des téléphones portables qui circulent dans des prisons. Il y a beaucoup d'agents cachés à l'intérieur. Il y a même la drogue
qui circulerait selon les informations que nous avons eues jusqu'ici. Vivement donc ces opérations de routine se multiplient, mais que ceux qui gèrent les pénitenciers, il y a un secrétaire d'État à ce niveau, travaille davantage à décongestionner nos prisons. C'est la raison pour laquelle Mutation parle de poudrière. Il faudrait travailler davantage à ce niveau. Quand vous voyez comment les prisonniers vivent parfois à la belle étoile, c'est le mot que je cherchais tout à l'heure, ce n'est pas de nature à encourager un certain nombre de choses. On a comme l'impression que l'homme en fait est devenu un loup pour l'homme, parce qu'on ne saurait, quand déjà on est privé de liberté, il y a des conditions dans lesquelles on devrait être gardé, on devrait être protégé, on devrait être encadré, mais on a comme l'impression qu'au lieu de socialiser l'être humain, on le désocialise davantage étant en prison. Qu'il travaille là-dessus, je crois que les choses, de pareilles choses n'arriveraient pas. Alors, Bernard, c'est un sujet que les lecteurs vont découvrir dans la presse. Vous avez un mot à dire. Il faut dire qu'au-delà de... Parce que le titre de mutation, c'est un titre commenté. C'est-à-dire que... on a... Mais là, ce qui s'est passé le samedi, c'est une action ponctuelle. Une fouille inopinée ponctuelle. Et dont il fallait respecter les normes. Bon, maintenant, les conditions dans les prisons sont mauvaises. C'est un autre débat. Un débat qui est sur les plateaux et dans les organisations des droits de l'homme qui décrit toujours les mauvaises conditions. Mais ici, le samedi, c'était une action ponctuelle. Au-delà des conditions qui sont mauvaises. Et tout ça. Peut-être, il venait pour que les conditions ne soient pas davantage mauvaises, comme il l'a dit tout à l'heure. Il y a des objets peu ordinaires qu'on retrouve dans les prisons, il y a la drogue et autres. Et peut-être ils ont eu vent de ce qu'il y avait ces objets qui pouvaient continuer contribuer à pourrir l'atmosphère dans la prison. Et donc, alors, Thierry a peut-être trouvé l'astuce, c'est-à-dire qu'ils voulaient se faire entendre et ils ont eu l'occasion de manifester également et dire que non, même si vous venez faire des fouilles, sachez que... Se faire entendre par une rébellion. Bernard, n'oubliez pas que l'occasion fait le larron. On ne se fait pas toujours entendre par une rébellion. Tout ce qu'on vit aujourd'hui avec la crise anglophone est parti des revendications, on l'a suffisamment souligné ici, corporatistes. Aujourd'hui, c'est nuit à autre chose. Aujourd'hui, on parle d'attentats. Et vous parliez même tout à l'heure, vous aviez peur de ce que la situation s'envenime davantage. On commence à parler de bombes humaines. Donc, vivement que toutes ces conditions justement de malgouvernance, parce que ça fait en même temps partie de la malgouvernance, parce que si nos prisons étaient mieux gérées, si on avait pensé à une autre politique, je crois qu'on n'en serait pas à ce niveau. Donc, il faudrait qu'on travaille davantage. La malgouvernance nous rattrape une fois de plus, ce qui démontre que ce n'est pas une affaire d'un seul secteur. Ce sont en réalité beaucoup de secteurs. Elle est multisectorielle. Il faudrait que l'on travaille davantage là-dessus. Et je crois que c'est ensemble que nous pouvons régler ce problème. Mais ce n'est pas en jetant nécessairement l'anathème sur le gouvernement, encore moins sur le président Biya, que l'on résoudrait les problèmes du Cameroun. Si chacun balaye devant sa cour, je crois que toute la concession, en fait, quand il s'agit d'un camp, tout le camp restera propre. Mais on se rend compte qu'on ne fait pas ce qu'il faut faire à notre niveau. On attend tout du gouvernement, on attend tout des autres, on attend tout de ceux qu'on a nommés. En réalité, ils ont leur part de responsabilité, nous avons également la nôtre. Très bien. Alors, ce sont des sujets, des titres en tout cas à découvrir dans la plupart des tabloïds ce matin. Alors, autre chose également, Intégration parle de Cameroun, Guinée équatoriale, avec le mur de la honte. On parle encore de cette fermeture, de cette frontière qui est fermée. Oui, l'histoire nous a parlé du mur de Berlin qui a été détruit, mais entre la Guinée et le Cameroun, on refait l'histoire en érigeant un autre mur. Moi, je pense que, et le journal a trouvé le mot juste, ça va être un mur de la honte. Parce qu'en 2019, je ne vois pas la raison qui puisse pousser, au moment où on parle de l'intégration entre les États de la sous-régionale, et puis nous vivons de plus en plus dans un village planétaire. On ne doit pas ériger les murs entre États. Moi, je pense que c'est une formule à décrier, à dénoncer. Parce que vraiment, il n'y a aucune raison qui puisse pousser à un État au moment où on parle d'intégration, au moment où on parle de la CEMAC, de l'économie intégrée et autres là, on apprend qu'entre la Guinée et le Cameroun, on est en train d'ériger un mur. Mais tant qu'à faire,
tout cet argent qu'on doit dépenser par ce mur, on doit le mettre pour mettre de bonnes conditions de vie, que ce soit en Guinée ou au Cameroun. Moi, je pense que ce mur-là, c'est davantage un mur de la honte. Un argent qu'on devrait utiliser pour faire autre chose, et mais on construit le mur de la honte, comme dit le journal Intégration. À l'époque, quand il y avait la manne pétrolière, on prenait la Guinée équatoriale comme un Eldorado. Je ne pense pas que la Guinée équatoriale soit toujours cet Eldorado-là, parce que quand on regarde les chiffres sur le plan macroéconomique, on se rend compte que le Cameroun est mieux loti que la Guinée équatoriale, que le Gabon, en termes de gestion de ses ressources. Maintenant, en termes de PIB, en même temps, mais je ne sais pas pourquoi la Guinée équatoriale procède de la sorte. Je crois que l'émissaire équato-guinéen qui a été reçu par le chef d'État a certainement donné les raisons pour lesquelles on est en train d'ériger ce mur-là. Mais Bernard l'a souligné, c'est un mur de la honte. Le journal Intégration l'a dit, c'est un mur de la honte. Au moment où on parle d'intégration sous-régionale, où vous voyez en termes de barrières, les barrières en réalité n'existent plus parce qu'on a beau les ériger, cela n'aide pas beaucoup. On ne peut même pas comprendre comment la Guinée équatoriale qui est limitrophe au Cameroun procède, qui n'est même pas séparée par une frontière maritime, se permettent de pareilles choses. En même temps, je crois que le Cameroun a beaucoup de possibilités d'asphyxier la Guinée équatoriale si on décide de le faire, parce que beaucoup de produits, même la fabrication, ne serait-ce que des t-shirts, que vous voyez parfois floqués du côté de la Guinée équatoriale brodés, sont faits au Cameroun. Donc on ne comprend pas qu'est-ce qui peut pousser la Guinée équatoriale à agir de la sorte, mais c'est vivement que les autorités équato-guinéennes travaillent davantage là-dessus. Pourquoi pas pour davantage travailler sur le plan interne que d'empêcher les autres communautés de venir, parce qu'en réalité, celui qui vient vous apporte nécessairement quelque chose de plus d'une manière ou d'une autre. S'ils n'ont pas pu, si ce n'est pas des peuples travailleurs, c'est bien dommage, mais ils n'ont pas intérêt à le faire. Aujourd'hui, on parle davantage d'ouverture de frontières, qu'ils travaillent davantage à ce niveau. Alors, le journal Intégration parle donc de mur de la honte, parlant de la Guinée équatoriale avec cette frontière qui est fermée. Il faut dire que sur le plan social même, c'est les mêmes familles qui vivent au Cameroun comme en Guinée équatoriale. Voilà. Vous n'allez pas ériger un mur pour séparer des familles. D'accord. On voit bien les enfants guinéens au Cameroun et les Camerounais en Guinée. Donc je vous invite également à faire un tour dans la nouvelle expression pour parler du football féminin avec les Lions qui ont une dernière carte. Merci à vous également. Bon retour et à demain, 9h20 sur Equinox. Bonne journée.